différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Bon après-midi à tous, bienvenue. C'est une nouvelle semaine qui démarre sur les antennes de For You Télévision. Un nouveau mois, le mois d'août, une nouvelle émission, prolongation football. Et cet après-midi, nous ferons escale bien sûr du côté de la Guinée-Conakry pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dont l'organisation est plus que jamais incertaine de ce côté. La cause aux récentes sorties du président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pidi, qui s'est illustré par des propos juste après la cérémonie des CAF Awards. Lui qui a révélé bien sûr travailler avec son homologue du Bénin pour une éventuelle co-organisation de cette compétition. Là on parle bien du Nigeria et du Bénin. On tentera de comprendre ce qui se passe exactement. On mettra dans le cap du côté de la Guinée-Conakry. On mettra également le cap du côté de Cotonou au Bénin où nous attendent bien sûr nos confrères de ce côté. On parle bien sûr de Lance Goïvogui ou encore Ablam Niamnasso. Ils seront des nôtres dans le cadre de cette émission de prolongation football. Sans oublier bien sûr le concours de notre panel d'habitude. Vous les connaissez, ils sont là également confortablement installés. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion bien sûr de les avoir. Peut-être avant de présenter ceux qui sont là en présentiel, mettre directement un cap du côté de Conakry où nous attend notre confrère Lance Goïvogui. Bon après-midi Lance. Alors, je pense que votre micro est un tout petit peu désactivé. Peut-être le temps pour vous de régler. Et je sais pas. Ah oui, d'accord. Là, je pense que c'est mieux. On vous reçoit. Votre micro. Bonsoir, bonsoir à tous. Ah oui, c'est super, Lance. Alors, Lance, on est ravis, on est content de t'avoir cet après-midi dans le cadre de cette émission de prolongation. Alors, tu as certainement suivi l'actualité comme moi, la sortie du président de la Fédération nigériane de football au sujet bien sûr des inquiétudes que ton pays rencontre actuellement quant à l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, avec cette sortie où il dit avoir disputé avec son homologue béninois pour une éventuelle co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors du côté de Conakry, comment ces propos de M. Pidik Abuja ont été accueillis? Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui sont sur ce plateau-là. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette émission d'entrée d'abord. Oui. Et voilà, donc merci pour l'opportunité. Oui, c'est vrai, l'actualité a évolué depuis un certain temps. On l'avait suivi. Voilà donc le président de la Fédération nigériane qui a lâché la bombe, en tout cas pour une co-organisation avec le Bénin. Eh bien, je vous le dis sans vous mentir que ça a été pratiquement l'actualité chaude ici en Guinée. Depuis l'annonce de depuis la sortie médiatique du président de la Fédération nigériane de football, eh bien, la panique s'est emparée en Guinée ici. Et voilà, chacun est allé de son commentaire en train de situer, de voir qu'est-ce qu'il y a. Mais en réalité, pour être plus juste, voilà, puisque on parle de l'essentiel, il faut retenir qu'en Guinée, et c'est vrai, en réalité, sur le terrain, rien n'a encore fait. Vous savez, la Guinée a bénéficié de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2014. Oui. Et là, quand on comptabilise des années, ça fait maintenant 7 ans. 7 ans que rien n'a encore fait, on est tout le temps dans les discours. Même ici, voilà, donc, le nombre de pessimistes est plus nombreux que voilà, le nombre d'optimistes par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'au niveau des autorités, rien n'a été fait. L'ancien régime qui avait quand même obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez très bien, qui avait pour un premier temps
mis en place le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur le terrain, concrètement, on n'avait rien vu. Donc, le coup d'État est intervenu. Finalement, les militaires sont au pouvoir. Mais ceux, au moins, ont eu l'ambition, ont eu la détermination d'aller sur le terrain, d'aller s'enquérir des réalités sur le terrain afin de débuter les travaux. Donc, des visites sur le terrain ont été faites. Et voilà, les sites ont été identifiés. Les sociétés, ces derniers temps, ont été identifiées. Les différentes entreprises qui doivent désormais entamer les différents travaux sur le terrain. Et vous le savez très bien, je ne peux rien vous apprendre. Quand on parle de cahier des charges en matière d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, vous savez que le coût est énorme. Au-delà même du coût, ce qui doit être réalisé sur le terrain, des infrastructures, ça demande beaucoup d'engagement. Et bien, sur le plan national, jusqu'à présent, ça fait défaut. Donc, ces derniers temps, les entreprises ont été identifiées. Mais depuis l'annonce du président de la Fédération nigériane de football, on a compris que, voilà, il y avait quand même quelque chose qui planait sur la tête de la Guinée. Parce que la dernière délégation, la dernière mission de la Confédération africaine de football, qui a séjourné récemment en Guinée ici, conduite par Samson Adamo, vous savez très bien, Samson Adamo est nigérian. Il est venu s'enquérir des réalités sur le terrain, plus de 10 jours sur le terrain, aller voir à l'intérieur du pays qu'est-ce qui a été réellement fait, qu'est-ce que la Guinée doit proposer concrètement comme projet afin que la CAF ait confiance à la Guinée de lui confier la tâche là. Et bien voilà, c'est parti dans tous les champs. À un moment donné, l'Algérie est passée par là pour demander, parce que l'Algérie s'est renseignée effectivement que rien n'est concrètement sur le terrain. Et finalement, c'est le Nigeria qui rentre dans la danse avec le Bénin. Mais sincèrement, il y a une panique totale qui s'est emparée. Les autorités sur le place n'ont pas voulu s'exprimer là-dessus parce que vous savez, on considère comme c'est une question sensible. J'ai eu l'occasion de le dire sur nos confrères d'Afrique Média. Et donc, ils ne se sont pas exprimés là-dessus. Et donc, finalement, les sites sur le plan local ont annoncé qu'un responsable, un haut placé de la Confédération africaine de football aurait signifié à la Guinée que jusqu'à preuve contraire, l'organisation reste quand même au niveau de la Guinée. Mais concrètement, on est à quelques années de cette compétition, mais pour le moment, sur le terrain, rien n'est encore fait. Nous sommes d'accord sur le fait que officiellement rien n'a encore été décidé, ça c'est une certitude. Mais pour vous qui êtes sur le terrain, pour vous journalistes de sport, est-ce qu'il y a des raisons d'y croire un tout petit peu quand on sait que pratiquement nous sommes à 3 ans quand même de l'organisation de cette compétition-là et que sur le plan infrastructurel, il va falloir mettre les bouchées doubles pour justement respecter ce cahier de charges dont tu évoquais tout à l'heure? Bon, vous savez, sincèrement, moi, en tant que personnellement, moi, journaliste sportif, qui sait très bien les réalités de mon pays, voilà, ce n'est pas une manière un peu de rabaisser mon pays. Parce que moi, au fond de moi-même, ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on nous attribue une organisation aussi importante que la CAN et que jusqu'à présent, on a du mal à mettre les infrastructures en place. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc ça, en tant qu'un bon Guinéen, je suis désespéré d'avoir ces réalités-là. Mais ce qu'il faut reconnaître sur le terrain, je suis plus pessimiste que optimiste. Parce que quand on prend 3 ans, je ne sais pas, peut-être que vous avez des exemples ailleurs en Afrique, est-ce qu'il y a un pays qui a réussi à organiser une Coupe d'Afrique des Nations? C'est-à-dire que rien n'est fait au préalable. Rien n'est encore concret sur le terrain. Est-ce qu'un pays en 3 ans a réussi à bâtir des infrastructures, en tout cas pour permettre à cette nation de réussir un pari aussi d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations? J'ai été récemment chez vous au Cameroun, j'ai vu les réalités. Il a fallu même à la dernière minute pour qu'on essaie un peu, avec la pression de la presse par-ci par-là, qu'on essaie un peu, voilà, donc de mettre quelque chose en place, de mettre des bouchées doubles, afin que le Cameroun puisse organiser l'organisation. Mais à l'allure où nous vont, la Guinée doit construire. Puisque là, je vous rappelle à l'instant T que la Guinée ne va même pas jouer les matchs des éliminatoires à domicile, parce qu'on n'a pas de stade homologué. Donc à l'instant, on n'a qu'un seul stade qui abrite, qu'on peut considérer qui est dans les normes de la CAF et de la FIFA. Et ce terrain est géré par un privé, donc un bailleur, un privé qui a pris les charges de gérer ce stade-là, qui a la gestion du stade et qui a mis les travaux préalables en place. Donc ce stade, et malheureusement, il y a beaucoup de travaux qui manquent autour de ce stade-là. Donc la Guinée ne jouera pas les matchs de ces éliminatoires ici à domicile. Les matchs de l'équipe de Chan a été délocalisé pour Bamako, voilà, donc au Mali. Donc vous voyez,
construit 6 stades, au minimum 6 stades en 3 ans. Et les infrastructures routières en place, les hôpitaux, les aéroports. Vous savez très bien que ça demande au privé. Alors qu'en Guinée, tout est à refaire. C'est ça la réalité. Et on n'a absolument rien sur le terrain. Mais de l'autre côté aussi, l'engagement que ces nouvelles autorités sont en train d'apporter pour la dynamique de cette Coupe d'Afrique des Nations, le ministre des Sports qui semble être engagé et déterminé là-dessus, les militaires aussi dessus, mais aussi il y a l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'un pays qui ne connaît qu'un coup d'État, pour le moment, la CAF peut s'hasarder à donner une telle organisation à la Guinée. Donc, sur le terrain, les autorités semblent engagées. Les entreprises sont déjà identifiées. Les entreprises vont bientôt démarrer les travaux. C'est pourquoi d'ailleurs moi, la solution que je préconise, si nous allons enregistrer des retards dans la construction des infrastructures, il vaut mieux aller vers la CAF afin de, voilà donc, de poser une doléance à la CAF pour décaler un peu la date. Mais tout porte à croire parce que quand Amadou Pinnick, vous le savez très bien, qui est aussi proche de Mosepe, s'exprime ainsi, ça veut dire qu'il y a des choses qui se préparent à l'homme. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas certainement les détails, mais on attend la prochaine assemblée de la Confédération africaine de football pour voir est-ce que la CAF va entériner là-dessus afin de retirer l'organisation à la Guinée. Mais en réalité, sur le terrain, la réalité fait défaut et pour le moment, on n'a rien concrètement sur ce terrain-là. Mon cher Lance Goïvogui, vous allez mettre votre téléphone en mode paysage pour qu'on puisse bien vous recevoir, c'est-à-dire, voilà, en mode paysage, de façon verticale pour que la réception soit effective. Ah oui, je pense que c'est mieux. C'est mieux, nous disent d'ailleurs nos amis du côté de la réalisation. Alors, on va peut-être sortir par là. Vous nous parlez des inquiétudes qu'on observe sur le terrain, les lenteurs, compris d'ailleurs les travaux de construction de ces différents sites. On parle des infrastructures sportives, que ce soit les terrains ou alors les terrains d'entraînement, les hôpitaux, les routes et autres. Mais que disent la Fédération guinéenne de football ou encore le ministère des Sports? Est-ce qu'il n'y a pas de communication précise autour de cette question vraiment délicate de l'organisation de cette compétition? Pourquoi ce silence aujourd'hui du côté de la Guinée? Oui, justement, c'est le paradoxe d'ailleurs. C'est le paradoxe autour de cette situation. Parce que, vous savez, il y a un comité d'organisation installé par décret du chef de l'État, qui est piloté par le ministre des Sports, qui est Lansana Diallo. Oui. Il y a aussi la fédération actuellement, vous savez, la situation guinéenne, la fédération est sous tutelle de la FIFA, parce qu'on est géré par un comité de normalisation. Donc, ce comité de normalisation en concert avec le ministère des Sports, depuis l'annonce de la fédération, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune communication officielle autour de, en tout cas pour rassurer, ne serait-ce que rassurer la population, rassurer le peuple de Guinée, les amoureux du courant, afin que la Guinée tiendra mort de cul à organiser cette compétition. Eh bien, c'est silence radio. Donc, on a tenté de rapprocher ces différentes autorités, mais pour le moment, c'est silence radio. Il n'y a aucune communication officielle autour là-dessus, mais on continue en coulisses de rassurer, parce qu'on est aussi proche de ces autorités-là, on continue à rassurer. Voilà, donc, pour le moment, les choses sont en train d'être faites et que la Guinée a jusqu'à présent l'organisation de la CAN. Mais on le sait très bien. Vous savez, ce biennal-là, c'est terrain pour certains pays. Surtout que le Nigeria, après tant d'années, qui n'a jamais su organiser une compétition de telle envergure. Le Bénin aussi, ça va être une première pour le Bénin. Et on sait que j'ai suivi, voilà donc, c'est nos confrères d'Afrique Média, voilà donc l'interview qu'a accordé où c'est que l'affirmation que le ministre, voilà donc, a donné à nos confrères d'Afrique Média, qui dit que c'est des choses qui sont en train d'être cuisinées à l'interne afin que ça soit officiel. Donc voilà un peu le bémol ici en Guinée. C'est le paradoxe total. Au moins, il faut une communication au niveau de la fédération ou au niveau du comité d'organisation afin de rassurer les différents partenaires ou le peuple de Guinée. Et malheureusement, c'est jusqu'à présent, c'est silence radio. En tout cas, nous on restera attentifs à l'évolution de la situation. On le rappelle bel et bien.
rien n'est encore officiel, même si la sortie du président nigérian, de la Fédération nigériane de football, pardon, est quand même à prendre au sérieux, parce qu'il faut le dire clairement, il fait partie des membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Alors, mon cher Lance, on va certainement te remercier pour ta disponibilité. Merci. On a énormément appris avec toi cet après-midi, du moins du côté de la Guinée. On est certain aujourd'hui qu'il y a plus de pessimistes que d'optimistes quant à l'organisation de cette compétition. Merci, c'est un réel plaisir de participer à votre média, qui est une première d'ailleurs pour moi, mais je suis quand même habitué à des médias camerounais. Ce pays que j'ai tant aimé, voilà, donc j'ai fait un de ces jours là-bas. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi. Et n'importe quel moment, si vous êtes disposé à m'appeler, je suis entièrement à votre disposition. Ah, sachez que nous le ferons puisqu'on suit le dossier guinéen de très près. Certainement. Merci, mon cher Lance, et à très bientôt. Merci, merci à vous. Alors, on revient sur ce plateau, messieurs, en présentiel cette fois, avec nos deux consultants permanents de cette émission de prolongation football sur For You Télévision tout à l'heure. Je n'ai pas eu l'occasion de vous les présenter, mais je le fais tout de suite. On commence par qui? Peut-être Achille d'abord. Bon après-midi, Achille. Bon après-midi, Baudelaire. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de For You Média. Ah, nous sommes ravis de t'avoir une fois de plus dans le cadre de cette émission de prolongation cet après-midi. Toujours ravi d'être sur votre plateau. Ravi, lui aussi, il est forcément Loïc et Lochpoka. Bon après-midi, Loïc. Bon après-midi, Claire. Bon après-midi, Achille. Et bon après-midi à tous ceux qui nous suivent du côté de For You Média. C'est un plaisir d'être là le lundi, commencer ce nouveau mois, cette nouvelle semaine, dans cette ambiance. Et j'espère qu'on passera une bonne heure 30. Une bonne heure. On ira même jusqu'à discuter nos prolongations. On fera ce temps supplémentaire si jamais la réalisation nous le permet. Peut-être avant, messieurs, de parler justement de ce dossier guinéen-là. Prendre cet élément qui a été réalisé par nos confrères d'Afrique Sport. Il s'agit bien sûr de la probable co-organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle de ce tandem qui est annoncé, le Nigeria et le Bénin, au détriment bien sûr de la Guinée. Tout à l'heure, vous l'avez écouté en ligne, notre confrère Lance Goïvogui qui réagissait. Mais tout d'abord, cet élément qui situe mieux sur ce dossier. J'avoue que c'est l'information de la semaine, cette semaine où tout le monde, que ce soit la presse en ligne, c'est-à-dire les médias en ligne, ou soit la radio, la télé ou la presse écrite, tout le monde en parlait. Et même dans les rues, entre... Le président de la Fédération nigérienne de football, Amadou Pinnick, a révélé ce mercredi que le duo Nigeria-Bénin devrait accueillir la CAN 2025 au lieu de la Guinée. L'annonce de la Confédération africaine de football serait imminente. Décidément, plus aucune phase finale de Coupe d'Afrique des Nations n'échappe à des risques de report ou de délocalisation. En effet, à 3 ans de la CAN 2025 qui devrait avoir lieu en Guinée, de nombreux doutes ne cessent d'émerger concernant la capacité du pays du Syrie national à accueillir la grande messe africaine. Selon plusieurs sources concordantes, la Confédération africaine de football serait même en phase de retirer l'organisation de la compétition aux Guinéens. C'est notamment ce qu'a affirmé ce mercredi 27 juillet le très influent président de la Fédération nigérienne de football et membre du comité exécutif de la CAF. Nous sommes en train de préparer une candidature pour l'organisation conjointe du tournoi avec la République du Bénin. Le ministre des Sports a donné son aval à cette candidature, a révélé le dirigeant dans des propos rapportés par TheNewsGuru.com et TheCompleteSport.com. Il est grand temps que le Nigeria accueille un tournoi international car l'organisation de telles compétitions présente de nombreux avantages. À entendre Pinnick, la concurrence s'annonce toutefois révélée car d'autres pays se trouvent aussi à l'affût. De nombreux pays se sont portés candidats à l'organisation de la compétition. Nous sommes convaincus d'obtenir le feu vert de la CAF.
Nous travaillons avec le ministre des Sports pour faire en sorte que le Nigeria soit le pays hôte idéal, a assuré le Nigérien, des propos qui devraient faire grand bruit en Guinée. Il convient de noter que Pinnick a toutefois affirmé que la concurrence s'annonce rude pour obtenir l'organisation. D'autres nations se trouvent également à l'affût. C'est un gros doute qui entoure la capacité de la Guinée à être en mesure d'accueillir la compétition en répondant au cahier de charge de la Confédération africaine de football, à tel point que l'instance panafricaine serait en passe de retirer l'organisation de la compétition au pays de Nabi Keïta. C'est du moins ce qu'aurait sous-entendu Amadou Pinnick, président de la Fédération nigérienne de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football à l'occasion d'une visite dans l'État de Lagos mardi. Selon vous, chers amis, la Guinée devrait-elle organiser la CAN 2025 ou bien ce sera autour du Nigeria et du Niger? En tout cas, la question elle est posée. La Guinée devrait-elle organiser cette compétition-là ou alors le tandem Nigeria-Bénin devrait-il s'en occuper peut-être un premier jet sur cette sortie du président de la Fédération nigériane de football, Amadou Pinnick, qui fait d'ailleurs partie du comité exécutif de la Confédération africaine de football sur cette éventuelle co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, mon cher Achille. Baudelaire, vous savez, depuis un certain temps, c'est devenu une tradition pour le football africain. Depuis 2013, oui. Chaque fois, chaque édition est toujours menacée, soit par un report, soit par une délocalisation. On a vu en 2013, à cause de la guerre en Libye, la compétition a été déplacée du côté de l'Afrique du Sud. En 2015, l'épidémie Ebola est passée par là. Le Maroc qui devait organiser la compétition a été remplacé par la Guinée équatoriale. En 2019, le Cameroun qui devait organiser la compétition a été remplacé par l'Égypte à cause du retard sur les travaux et comme ça. C'est répétitif là, voilà, c'est-à-dire que ça devient très répétitif et c'est désolant pour le football africain qui souffre par rapport à son image. Donc je ne pense pas qu'on puisse redorer l'image de notre football ou on puisse vendre mieux notre compétition si on continue à aller à nager dans ces autres trous. Donc la CAF gagnerait à arrêter ce genre de pratique. Il faut noter également que les pays qui sont souvent désignés pour l'organisation de cette compétition n'ont pas toujours été sérieuses, si on peut dire cela. Je vais noter par là, ayant suivi le cas du Cameroun pendant une certaine période, on a constaté que... Le Cameroun n'avait pas été sérieux avant d'abriter cette compétition en 2022? Oui, puisque Baudelaire, on attribue les compétitions 5 ans, 6 ans avant. Vous voyez, cette compétition que la Guinée doit organiser, elle a été attribuée sous les Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad qui est passé par là, qui également n'a pas fait de bons choix. Cette compétition a été attribuée à la Guinée Conakry. On était à un format à 16 équipes. Et par là, on est passé à 24 équipes. Donc, le cahier de charge a changé. Voilà. Donc, il y a des éléments additifs, il y a assez d'éléments qu'il faut ajuster. Et ce n'est pas du tout facile pour ces pays-là qui traversent des crises économiques, qui traversent des crises politiques. C'est pas du tout évident. Donc, je crois que la CAF gagnerait à se rassurer. À se rassurer dorénavant pour l'attribution des compétitions de cette envergure. Mais il y a quand même un fait majeur qui est relevé, Loïc, c'est que cette attribution ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se retrouve en 2022, à 3 ans de cette compétition-là, avec une Guinée qui n'a pratiquement aucun stade homologué aux normes CAF et aux normes FIFA. Et ça, c'est quand même assez grave pour une nation qui doit abriter une compétition majeure, la plus grande du continent d'ailleurs. Oui, c'est assez grave, surtout que la compétition a été attribuée à cette équipe du Bénin, disons, à cette fédération béninoise depuis 2014. La Guinée, oui. Depuis 2014. 2014, ça date 2014-2022. Mais imaginez quand même, ça fait 8 ans pratiquement. Oui, ça va pratiquement faire 8 ans. Et comme Achille l'a précisé tout à l'heure, ça reste le point noir des fédérations en Afrique. Il y a ce problème d'ordre organisationnel. On a
de la difficulté à véritablement gérer les questions d'ordre footballistique et d'ordre, comment dire, infrastructurel de façon à respecter les délais. Aujourd'hui, je pense que cette décision vient en quelque sorte limiter la casse. Limiter la casse parce que nous avons la possibilité en 3 ans de changer quelque chose. 3 ans, bon, surtout qu'avant ça, il y a encore une autre compétition en Côte d'Ivoire, dont on a pratiquement 1 an qui va séparer les 2 CAN. Donc on a 3 ans et je pense qu'il est intéressant aujourd'hui de se positionner, de voir dans l'avenir si c'est la meilleure des décisions. Aujourd'hui, cette co-candidature entre le Nigeria et le Bénin, pour moi, ça semble être une aubaine. Déjà, pourquoi? Parce que c'est dans la même zone, on est en Afrique de l'Ouest. Et aussi, on a ce Bénin-là qui s'est lancé dans un vaste projet de construction d'infrastructures. Il y a pas moins de... Il y a un lot de 22 stades qui a été construit, qui ont été construits au Bénin. Peut-être pas des stades aux normes de la CAF, mais déjà cette volonté de construire un nombre aussi important de stades montre la volonté de cette fédération béninoise déjà de se positionner dans l'organisation de telles compétitions. Il faut le rappeler, a déjà organisé une CAN des U21 et je crois des U18. Aujourd'hui, ils rêvent d'une compétition majeure telle que la Coupe d'Afrique des Nations. Et bon, c'est vrai que les infrastructures ne sont pas... Elle n'a pas suffisamment d'infrastructures pour accueillir une compétition à 24. Donc forcément, on demande la co-organisation avec le Nigeria. Pour moi, ce serait une aubaine. Et éviter un scénario, excusez-moi de le dire, mais à la camerounaise. Il ne faudrait pas qu'à quelques mois de la compétition ou bien 1 an de la compétition, qu'elle soit délocalisée parce que qu'il y ait un glissement de date. Voilà. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2024, on a une CAN qui se jouera en janvier et 1 an plus tard, une autre CAN. Donc forcément, il faudrait gérer cette question de CAN 2025 le plus tôt possible afin d'éviter un quelconque imbroglio. Il y a un autre fait majeur qui est relevé quand même et qui forcément aujourd'hui porte préjudice à la Guinée. C'est la transition qu'on a eue avec bien sûr l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya, un climat politique qui n'est pas toujours favorable. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut aujourd'hui prétendre vraiment organiser une compétition comme celle-là quand on sait que voilà, au bien avant, les mesures n'ont pas été prises pour que l'effectivité soit là en 2025? Et à suivre avec attention votre confrère Lens, on peut aisément se rendre compte que je donne mon point de vue. On peut se rendre compte que la Guinée ne sera pas vraiment prête. Sur le plan politique, parce que au sommet de l'État, rien pratiquement ne va actuellement. Bien sûr. C'est compliqué avec... J'ai dit à l'entame de mon propos que certains pays qui sont économiquement faibles et qui ont des problèmes politiques, ajouté à ça devient vraiment compliqué. Si aujourd'hui, à moins de 3 ans de la compétition, la Guinée ne reçoit pas ses matchs à domicile. Je vous rappelle que le Cameroun a eu un glissement de date. Mais avant ça, on avait organisé la Coupe d'Afrique féminine. On avait le stade de Limbé, on avait le stade de Fandena, on avait, je crois, on avait Bepanda qui était déjà rénové. Et même Bafoussam était prêt, mais sauf que ça n'avait pas été retenu. On avait Garoua qui était Oundaja qui était prêt. Donc je crois que avec tous ces ensembles, on avait quasiment 5 stades qui pouvaient déjà accueillir la CAN et qui étaient à moins de 2 mois d'être livrés comme ça. Mais on a eu un glissement parce qu'il y avait certains éléments ensemble qu'on n'avait pas encore. Mais je crois que la Guinée aujourd'hui, entendre votre confrère Lens qui disait qu'à moins de 3 ans, ils reçoivent le match à Bamako. Au Mali? Oui, au Mali, à Bamako. C'est incompréhensible. Pour une nation qui doit abriter cette compétition. Évidemment. Étant donné même qu'aujourd'hui, je parlais des déboires de la CAF aussi, en fait, des décisions, des mauvaises décisions de la CAF. La CAF a décidé d'octroyer les compétitions. La CAF a cédé à la pression des grands clubs européens et de la FIFA. On a commencé à organiser la compétition, la CAN au mois de juin, juillet, qui ne sont pas des mois propices pour l'Afrique subsaharienne. Vous voyez que ça fait en sorte qu'on part de report à décalage. De décalage à délocalisation, ça
C'est-à-dire qu'on a désorganisé le calendrier, on a chamboulé pratiquement ce calendrier-là. Aujourd'hui, clairement, on se retrouve en difficulté avec parfois la Confédération africaine de football qui est obligée de faire face aux soucis liés à la météorologie ou encore, bien sûr, à l'incapacité de certaines nations retenues à pouvoir abriter cette compétition, d'où donc les reports à répétition. Mais il est clair quand même aujourd'hui, Loïc, que la Guinée privilégie beaucoup plus l'aspect politique, c'est-à-dire que les moyens qui seront certainement mis en jeu viseront forcément à œuvrer dans un premier temps pour la stabilisation du pays que pour la construction des infrastructures. Parce qu'on se limite à parler des stades et autres, on oublie les infrastructures routières, on oublie les infrastructures hospitalières. Donc il est clair qu'aujourd'hui, s'il y a un budget qui est là, on va plutôt penser à la stabilisation du pays parce qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement de transition qui est en place. Effectivement, ça reste compliqué d'organiser une compétition telle que la CAN dans ce contexte. Déjà qu'on est dans un pays où le peuple est en colère. Le peuple est en colère en raison des conditions de vie, en raison de la qualité des infrastructures basiques, les routes, les hôpitaux. Mais bon, je ne vais pas refaire la politique du pays sur ce plateau. Mais pour revenir dans le contexte sportif, il est compliqué. Parce que même si ce pays se lance dans l'organisation de cette compétition, il y aura une vague d'indignation qui risque peser lourd sur le déroulement de cette compétition. Vous savez, si le peuple se manifeste, par exemple, ça peut déboucher à au boycott. Le peuple lui-même peut se lever pour dire non, on ne veut pas de cette Coupe d'Afrique des Nations tant que nous ne sommes pas en sécurité chez nous et autres. Bien sûr, je crois que dans le passé, on a déjà vu ce genre de choses, des manifestations contre une compétition, alors que la qui est un gouffre à soupe. Un gouffre, justement, qui va faire, et pour un pays qui, les dirigeants ont l'habitude de se lancer dans la malversation financière, ce serait encore une occasion peut-être pour ces politiques-là de siphonner les caisses de l'État au grand désarroi du peuple, par exemple. Donc, je veux dire que ça reste compliqué d'organiser une telle compétition dans ce contexte, mais ça fait quand même aujourd'hui 8 ans. 8 ans que cette compétition a été attribuée. Et aussi, dernièrement, il y a les nouvelles conditions qui ont été posées par la CAF en ce qui concerne l'organisation ou bien la qualité des infrastructures. On a vu que 15 pays actuellement en Afrique sont sans stade homologué. Ça reste quand même un chiffre qui est alarmant, qui signifie que en dépit d'une organisation, peut-être la qualité des infrastructures qui a été proposée dans cette candidature en 2014 ne correspond pas aux normes actuelles. Ou du moins au cahier de charge. En 2014, on était sur un format de 16 équipes. Mais là, le format, il a été amélioré. On est à 24 de 16 à 24. Et on est à 24 équipes et il n'y a pas que les stades. Il n'y a pas que les stades dans le type d'infrastructure, il y a un ensemble de choses. Il y a la qualité des voies de communication. Ça peut être les routes, les voies d'accès au terrain et les communications, en tout cas tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît, ça reste quand même un gros travail et à 3 ans de la compétition, ça risque coûter cher à cet État si ils ne sont pas encore au niveau supposé. Et voilà, cette probable facture salée qui découlerait d'une quelconque organisation de cette CAN viendra encore renforcer ce sentiment sans oublier l'aspect sécuritaire qui est l'aspect sécuritaire pour la CAF. Donc vous voyez, c'est un ensemble de choses qui restent assez compliquées et je pense que dans les jours qui viendront, il sera très important pour la CAF et toutes les autorités impliquées dans l'organisation de cette CAN de se réunir afin de trouver la solution qui est le mieux. On a parlé justement de cette nation qui est la Guinée, dirigée par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Peut-être l'occasion également pour nous de revenir sur le Bénin qui est dirigé par Fordia Sibé, ça on le savons tous, mais que pensent réellement les Béninois sur le terrain? Nous avons rencontré notre confrère Ablam Nyamnasso, c'est un journaliste béninois et messieurs, cette nouvelle-là n'est pas forcément du goût de le décevoir. Il est plutôt ravi de se dire que son pays pourrait abriter cette compétition en 2025. En tout cas, dans cet élément, on écoute la réaction d'Ablam Nyamnasso. Il est journaliste béninois. Effectivement, j'avoue que c'est l'information de la semaine, cette semaine où
tout le monde, hein, que ce soit la presse en ligne, c'est-à-dire les médias en ligne, ou soit la radio, la télé ou la presse écrite, tout le monde en parlait. Et même dans les rues, entre, je dirais, les taxi-motos, comme on le dit au Cameroun, les Besquineux, ici c'est les émigrants. Tout le monde en parlait de cette information concernant cette co-organisation du Bénin et du Nigeria pour ce qui concerne la CAN 2025 qui en réalité a été attribuée à la Guinée et Conakry. C'est vrai également que la CAF n'a pas encore décidé pour ce qui concerne l'organisation, puisqu'il y a eu une mission d'inspection de la CAF dirigée par l'un des vice-présidents du comité exécutif de la CAF qui après cette visite a envoyé un rapport. Maintenant on attend lors de la prochaine assemblée générale de la CAF en Tanzanie voir véritablement quels sont, je dirais, les points relevés par cette mission pour ce qui concerne l'inspection au niveau de la Guinée. Mais revenant sur l'actualité concernant le Bénin, il faut le dire également que la vraie information en réalité, c'est que ce ne sont que des vœux, c'est-à-dire des souhaits émis des deux côtés, hein. Rien n'est officiel. Il n'y a rien pour le moment sur la table des deux gouvernements, c'est-à-dire que ce soit du gouvernement béninois ou soit du gouvernement du Nigeria. Pour les informations que nous avons, c'est également vrai que le président de la Fédération de football du Nigeria a échangé avec le ministre des Sports du Bénin, Oscar Omeki, et il a également échangé avec le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Descharcus. Donc, ce ne sont que des échanges entre ces deux parties et ça s'arrête juste là. C'est vrai que le ministre des Sports du Bénin, Oscar Omeki, est un homme d'État et il représente le Bénin, l'État béninois. Donc, ils ont échangé tout juste et ils ont la volonté d'organiser ensemble cette compétition. Donc, comme je l'ai dit, ce ne sont que des souhaits, des vœux émis pour le moment. On va attendre donc la suite ou bien on va voir ce que ça va donner réellement. Il y a aussi une autre information, c'est que lors des échanges, ce qui a été filtré, que j'ai eu, c'est que le Bénin, en termes d'infrastructure, le Bénin n'a pas encore, je dirais, les infrastructures pour co-organiser une CAN à 24. Maintenant, j'aurais appris dans les coulisses, selon mes informations, que le Bénin servira beaucoup plus de terres d'hébergement des équipes. Vous savez très bien qu'au Nigeria, il y a assez d'insécurité. Donc, le Nigeria préfère exploiter le Bénin comme terrain d'hébergement. C'est-à-dire, on va héberger plusieurs équipes au Bénin et peut-être exploiter le stade de l'amitié de Kounou qui est aux normes internationales et également rénover le stade de Charles de Gaulle de Porto-Nouveau peut-être pour accueillir quelques matchs, soit gérer un seul groupe ou bien deux groupes durant cette compétition qui pour le moment c'est vrai reste sur le papier, reste dans les discussions juste à cette étape là. Voilà un peu donc de façon ramassée ce que je pourrais dire pour ce qui concerne cette actualité qui a fait, je dirais, la une tout au long de la semaine ici au Bénin, je pense même en Afrique, et pourquoi pas ne pas pousser un peu loin le bouchon pour dire que c'est dans le monde entier. Voilà. Il n'est pas quand même déçu de cette annonce du président de la Fédération nigériane de football. Bien au contraire, on nous fait clairement comprendre qu'il y aurait même des premiers contacts qui ont déjà été établis entre Lagos et Cotonou. On parle des premiers contacts entre le président de la Fédération nigériane de football ou encore le ministre des Sports béninois et même le président de la Fédération béninoise de football. Ces premiers contacts sont quand même des signaux forts qu'on envoie, c'est-à-dire qu'on passe des coups de fil pour vous dire oui monsieur, vous pouvez d'ores et déjà vous préparer parce que forcément en interne à la Confédération africaine de football, on pense à une éventualité au cas où la Guinée se retirerait. Bien sûr. Lorsqu'on regarde l'actualité de ces derniers jours, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Si le président Amajo Pidig
a annoncé que le Nigeria et le Bénin se présentaient pour une co-organisation de la CAN 2025. C'est parce qu'il y a eu vraiment des contacts au préalable, des échanges. Étant donné qu'il est du comité exécutif de la CAF, c'est-à-dire que là-bas la CAF, il y a des choses qui se sont dites. Maintenant, c'est tout à fait normal. On veut rester un peu dans c'est une candidature qui sera crédible, puisqu'on reste dans la sous-région. On reste en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, autant pour moi. Et étant donné que le Nigeria est une grande nation et que le Bénin, selon votre confrère qui dit que le Bénin n'est pas assez près sur le plan des infrastructures à avoir une co-organisation à 24, on sait tous que le Nigeria c'est une très grande nation. Oui. Le Nigeria qui a au minimum 4 stades homologués par la CAF. Quand on sait qu'il y a au moins 15 pays ici en Afrique qui n'ont pas de stade homologué, qui doivent jouer leur match de qualification ou bien leur match amicaux dans les stades voisins. Donc, on ne peut que se réjouir de cette candidature compte tenu du contexte politique, social du côté de la Guinée, pour nous éviter d'être la risée des imprévus. Parce qu'à une époque, quand le Cameroun n'était pas prêt, on nous faisait croire que voilà, la Coupe d'Afrique des Nations allait être organisée du côté du Qatar. C'est-à-dire qu'un pays étranger de notre continent devait organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont bien sur le continent africain, mais cette candidature, ce tandem-là, Nigeria-Bénin, Loïc, est-ce qu'aujourd'hui, s'il fallait vraiment chercher à réfléchir sur de potentielles alternatives en cas de retrait de la Guinée, il fait un beau tandem pour organiser cette compétition? Oui, bien sûr, ça reste un duo qui est intéressant parce qu'on connaît la qualité des infrastructures au Nigeria. C'est un pays en Afrique, avec l'Afrique du Sud, avec le Maroc, quelques pays au Maghreb qui ont cette possibilité d'organiser des compétitions avec des infrastructures déjà prêtes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Bénin est un pays qui s'est lancé dans un vaste chantier de construction des stades. Environ un lot de 11 stades omnisports construits par ce pays. Ça reste quand même énorme. En plus, avec la rénovation du stade Général Charles Kérékou, ça reste un stade avec des infrastructures plutôt loties. Et maintenant, avec la problématique de 24 équipes avec le Nigeria. C'est sûr que sur ce format-là, le Nigeria pourrait abriter plus de 2 poules. Voilà, bon, je pense plus d'équipes pour pouvoir... Justement, je vais dire, avec la qualité des infrastructures au Bénin, tant au Bénin qu'au Nigeria, on a quand même l'assurance que cette candidature reste à cette heure-ci, disons, la plus crédible ou bien la plus sensée en cas de retrait. Disons, la moins risquée. Oui, la moins risquée en termes en cas de retrait de la Guinée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste dans quasiment la même zone géographique. On est en Afrique de l'Ouest. Donc, il n'y aura pas trop de mal à revoir un certain nombre de choses. Et pour moi, il faudra vraiment examiner de plus près cette problématique de Guinée 2025. Dans le cas contraire, on a un Nigeria-Bénin qui s'est proposé. Ce sera intéressant de voir. Intéressant de voir. En tout cas, on suivra de près ce dossier, l'évolution. On sera fixé à l'issue, bien sûr, du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui devrait se réunir dans les tout prochains mois du côté de la Tanzanie. Ce n'est qu'à l'issue donc de cette réunion qu'on sera fixé officiellement sur le retrait ou pas de la Guinée ou alors le maintien de ce tandem Nigeria-Bénin pour l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, nous sommes allés très vite en besogne en passant à la 35e édition. Si on faisait une soustraction, 35 moins 34, bon, moins 1, on se retrouve à la 34e édition pour parler de... C'est quoi? Vous rigolez sur la théorie de la soustraction, j'ai compris. Alors, et si on parlait de la 34e édition, les gars, avec bien sûr l'annonce qui a été faite la semaine dernière, selon laquelle la période des éliminatoires est donc reportée au mois de mars 2023, ça forcément il fallait s'y attendre après l'annonce de la Confédération africaine de football de reporter la compétition en elle-même au mois de janvier 2024. Achille. Oui, vous savez, nous sommes à une année très particulière. On est à la veille d'une Coupe du Monde, une Coupe du Monde inédite, puisque je crois que c'est la première qui va se jouer en été, entre novembre et décembre. Donc,
En hiver, ok. Entre novembre. Hiver dans leur zone géographique. Parce que voilà. Du côté du Qatar, la météo sera quand même... ok. Ouais. Donc, une compétition qui va se jouer en hiver, merci Loïc, moi je n'ai jamais été en Europe. Donc, une compétition qui va se jouer en hiver. Donc, qui dit novembre, décembre, c'est une période où on n'est pas habitué à jouer les compétitions internationales. Donc, on est obligé de s'adapter. C'est-à-dire, on aura forcément une courte période de préparation. Donc, les pays n'auront pas le temps d'avoir les matchs amicaux comme ça se fait habituellement. Donc, je trouve que la CAF a pris une bonne décision pour préserver ses dignes représentants pour qu'on ait des matchs, on puisse avoir des matchs amicaux au lieu des matchs de qualification pour la CAN. Alors, Loïc, septembre, octobre, novembre, c'est-à-dire on n'aura que 2 mois de préparation d'ailleurs pour toutes ces équipes-là qui sont engagées dans cette compétition-là. Est-ce que ça pourrait s'avérer suffisant pour les 5 représentants du continent africain, ces 2 mois de préparation? Il n'y a rien de différent avec les années précédentes. Ce n'est pas comme si les sélections avaient à disposition 6 mois ou bien 3 mois de temps pour mettre en place le projet de Coupe du Monde. Même par le passé, même quand cette compétition se dispute entre juin ou bien juillet, et c'est quasiment la même période puisque les clubs terminent parfois pour les derniers en mai, juin, et ensuite 2 semaines plus tard vous êtes à une compétition de Coupe du Monde. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui ce serait un problème. Les sélections ont l'habitude de travailler. Moi, ce qui va me juste poser problème, c'est voilà, la quantité de matchs à jouer et dans l'intervalle de temps. C'est-à-dire les matchs de préparation? Pas forcément les matchs de préparation parce qu'il y a les matchs en club. Oui, il y a les matchs en club et puis les joueurs reviennent très vite en club. L'intensité, ça repart, surtout qu'en club, ils vont accélérer. Je crois qu'il y aura 2-3 matchs par semaine. Il y aura des semaines où il y aura 2-3 matchs parce qu'il faut vite arriver à un certain niveau de la compétition pour pouvoir se consacrer à la fenêtre internationale. Et je pense que l'accumulation de ces matchs dans de courtes périodes pourra être problématique. Ça pourrait peser en phase finale de Coupe du Monde. Ça pourrait peser, ça pourrait occasionner des blessures, que ce soit en Coupe du Monde ou bien au mois de mars. On a quand même l'impression qu'au mois de mars, il y aura certaines sélections africaines qui vont baisser du pied lorsque ces éliminatoires seront joués en mars. Parce que voilà, vous enchaînez des matchs en club, vous jouez une compétition comme la Coupe du Monde. Il y a retourner en club en janvier. Voilà, en janvier, il est fort probable qu'en cette période-là, les grosses nations tirent la langue et ce serait justifié au vu des récents mois, au vu de la récente activité. Donc aujourd'hui, je pense que le temps qui leur sera accordé est le même que lorsqu'il y a cette compétition en juin, en juillet. Maintenant, ma préoccupation reste au niveau des capacités athlétiques, que ce soit après la Coupe du Monde, en mars même, quand ces éliminatoires vont se jouer. Est-ce que à ce moment, à cette période de l'année, les joueurs ne seront pas peut-être fatigués ou bien ils auront encore tout le jus nécessaire pour remporter les matchs importants? C'est clair que les joueurs majeurs des sélections et des clubs auront des problèmes à partir du mois de mars. Mais je veux rappeler que ça ne sera pas comme auparavant. Parce que auparavant, la FIFA mettait à disposition les joueurs voire un mois avant la compétition. Ici, la FIFA met à disposition les joueurs le 14 novembre. Une semaine plus tard, c'est le match d'ouverture. Donc là, on n'aura pas assez de temps pour les matchs de préparation. Voilà. Donc je crois que la période de septembre, ça sera la période charnière. Septembre, octobre, ces 2 mois-là, il faudra maximiser sur les matchs de préparation. Évidemment, puisque la fenêtre FIFA c'est en septembre. En octobre, il n'y aura pas de fenêtre FIFA. En octobre, les gars seront en club. Donc les gars seront en train de se donner en club. Ils seront dans le rythme effréné de 3 matchs par semaine. Donc la seule période de préparation, ça sera la période des matchs amicaux de septembre, la fenêtre de FIFA du mois de septembre. Ouais, donc il faudra forcément maximiser. Mais est-ce que vous les voyez quand même dans cet agenda-là, vous voyez quand même quelques équipes, on va dire comme ça, sortir peut-être le grand jeu. C'est peut-être l'occasion également pour ces 5 représentants du continent d'aller chercher des sparring partners de calibre. C'est-à-dire que c'est peut-être l'occasion de voir un Cameroun
Argentine, peut-être en amical, ça serait pas mal. Ouais. Il y a par exemple une affiche qui se profile à l'horizon. On parle de la Belgique qui voulait solliciter l'Égypte au détriment de l'Algérie. C'est peut-être enfin l'occasion de voir ces nations africaines-là se frotter vraiment à ce qui se fait de mieux, notamment ailleurs, dans les autres continents. On parle de l'Amérique du Sud, on parle de l'Europe et partout d'ailleurs à travers le monde, Loïc. Bon, ce serait malheureusement, ça reste le point noir de ce calendrier qui va rester assez serré pour ces équipes. Mais il faut composer avec. Ouais. Il sera intéressant de composer avec parce que aussi, il ne faut pas oublier que multiplier les rencontres avant cette compétition, c'est aussi multiplier le risque de blessure. Parce que le rythme sera infernal en dehors du club. Je veux dire, en dehors de ces sélections, il y aura en club, il y aura des matchs 2 fois, 3 fois par semaine et ce sera compliqué à suivre pour les joueurs. Donc, il faudra faire attention puisque ce ne sera qu'un mois et en plus, il faudra terminer la saison parce qu'en décembre, dès que la Coupe du Monde termine, il y a la deuxième partie de saison qu'il faut gérer, la partie même la plus importante. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un mal. Oui, c'est un mal, mais je vais dire que je vais pas dire que c'est un moindre mal, mais il faudrait aborder la chose avec un autre regard, se dire par exemple que oui, peut-être durant ces 7 jours, il y aura la possibilité de, pourquoi pas, d'évoluer de jouer peut-être des matchs avec des sélections moins huppées. Il faudrait se capitaliser par exemple sur le schéma tactique au lieu de l'adversaire peut-être. Il faudrait faire quoi? Il faudrait jouer avec des adversaires moins huppés que d'aller chercher des mastodontes. C'est-à-dire que d'aller chercher la France, l'Angleterre, l'Espagne. Bien sûr. Il faudra aller chercher quelle équipe, par exemple le Koweït? Non, pas le Koweït. Vous pouvez même jouer avec des sélections locales. L'équipe du Cameroun l'a fait, a joué avec, l'a composé avec des joueurs locaux. Ça serait la préparation idéale pour la Coupe du Monde? Non, je ne dirais pas, parce que cette préparation, il faudrait mettre l'accent sur le schéma tactique, le projet de jeu. Voilà ce qu'on veut, voilà comment est-ce qu'on veut jouer. Parce que l'inconvénient lorsque vous rencontrez des adversaires d'un certain calibre, c'est que vous avez tendance à aller montrer ce que vous valez. Et parfois, un excès d'engagement peut créer une blessure ou quelque chose de ce genre. Donc, il est important, en cette période de l'année, de capitaliser sur les éléments qui sont essentiels. La tactique de jeu, la stratégie? Ça peut être, oui. Ça peut, vous pouvez travailler, par exemple. C'est vrai que l'adversaire ne sera pas adéquat, mais vous le faites aussi pour garder les joueurs, pour garder la cohérence dans l'équipe, pour travailler les automatismes et se dire, et c'est aussi bien pour la confiance. Donc, vous travaillez les automatismes lors des matchs qui sont compétitifs, pas trop faciles, pas les adversaires trop faciles, parce que trouver un sparring partner à cette période, 7 jours avant, ce sera compliqué, il faut qu'on se le dise. Beaucoup de nations seront prudentes, ils préféreront jouer avec des sélections plutôt locales. Donc, à ce moment, il faudra vraiment travailler sur les automatismes, sur un ensemble de choses, parce qu'il faudra éviter au maximum qu'un joueur se blesse 2-3 jours. Et par les années précédentes, on a vu qu'il y a des joueurs qui jouent la finale de Ligue des Champions un 1er juin et puis 4-5 jours après, ils rejoignent la tanière de, je vais dire, sa troupe. Ce sont des sportifs de haut niveau. Je vais dire que la majorité de ces sportifs joueront pour des clubs et se reverront dans quasiment les mêmes circonstances. Les championnats se terminent souvent en mi-mai et tout, et voilà. Je vais dire... Pour aller un peu dans son sens, généralement, à la veille d'une compétition, les matchs amicaux, on choisit les adversaires en fonction du profil des équipes qui sont dans notre pool. Et on constate que la majorité des équipes africaines sont dans des pools avec 1 ou 2 pays européens. Or, en Europe, la fenêtre de septembre, elle est exclusivement pour la Ligue des Nations. Donc, ça sera pas évident d'aller trouver un partenaire, un sparring partner européen de gros calibre. Parce que pratiquement, ils seront engagés pour la Ligue des Nations. Donc là, nous serons obligés peut-être de nous retourner vers l'Amérique du Sud. Du Nord. Maintenant, la question qui se pose, c'est que est-ce que en allant vers ces pays d'Amérique du Nord, ou bien d'Amérique du Sud, ou bien du Moyen-Orient, sachant que, par exemple, nous, le Cameroun, dans notre pool, on a le Brésil. On a le Brésil, on a l'Amérique du Sud. On a la Croatie et... qui est de l'Europe. La Serbie, autant pour moi, et la Suisse. La Suisse. Deux pays du continent européen. Est-ce que on gagnerait à aller jouer contre le Qatar, le Kazakhstan, ou bien contre l'Ouzbékistan, ou bien contre est-ce qu'on gagnerait à aller jouer le profil au football européen? Maintenant, ou encore le problème que Loïc pose, c'est que ces clubs, ces clubs européens seront en compétition, seront engagés en compétition. Pays, pourquoi, ces pays, pourquoi ne pas
se retourner vers des partenaires, par exemple, sur le plan local. Sur le plan local, c'est-à-dire sur le plan continental. Voilà, parce que la réalité, c'est que l'objectif de ces matchs amicaux, ce n'est pas d'aller les gagner, c'est de voir certaines choses. Mais le fait déjà qui peut être dans l'équipe, qui peut nous apporter, qui peut apporter dans tel secteur, quel type de jeu, quel système de jeu on peut adapter en fonction de tel adversaire ou de tel adversaire. Mais en le faisant, Achille, est-ce qu'on ne court pas le risque d'arriver en Coupe du Monde en n'ayant pas un aperçu global sur nos adversaires ou sur la qualité de jeu de nos adversaires? Parce que si on se focalise sur les équipes locales, on va se dire oui, le Cameroun devrait par exemple affronter Baboutos Club de Bouddha, Coton Sport de Garoua, parce qu'on a envie de mieux peaufiner sa stratégie. Mais en Coupe du Monde, ça sera quand même la Serbie en face. Ça sera quand même la Suisse ou encore le Brésil. Il faudra forcément des adversaires, peut-être pas du même calibre, mais des adversaires qui peuvent rivaliser au même niveau. Moi, je veux dire qu'on ne fait pas une bonne compétition avec des plans de jeu. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Il y a une différence entre un plan de jeu et une tactique et une philosophie de jeu. Le plan de jeu s'adapte à une équipe en particulier, à un match en particulier. C'est-à-dire que je joue contre une équipe qui garde le ballon. Mon plan de jeu sera de replier, de replier en défense et puis d'exploiter les contres lorsque je récupère le ballon. Ça, c'est le plan de jeu. Maintenant, la philosophie, elle est indépendante du match. C'est-à-dire que vous rencontrez tel ou tel adversaire, vous avez une façon propre de jouer. Et c'est ce que je pense qu'à ce niveau, on devrait capitaliser là-dessus et non sur le plan de jeu. Bon, voilà. Sinon, en 7 jours, comment est-ce que vous allez rencontrer 3 adversaires similaires au Brésil? Non, je ne parle pas seulement de 7 jours, je parle à partir du mois de septembre. Bon, en septembre, on est en septembre. Au 10, pratiquement, on aura une période FIFA. Donc. Oui, mais sauf qu'il y aura 2 mois qui vont séparer ce jour-là, je vais dire au dernier match FIFA, au match d'ouverture de la Coupe du Monde. Et si entre-temps, il y a des joueurs qui se blessent. Si entre-temps, dans le changement de l'effectif, il y a un changement d'effectif, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'à l'heure où les équipes, les sélections devraient capitaliser sur ce qu'ils vont apporter. Et les matchs qui vont se préparer doivent leur permettre de travailler les automatismes, pas forcément en fonction de l'adversaire, puisque s'ils n'ont pas ces adversaires à disposition, qu'est-ce qu'ils feront? On a vu qu'il y a des équipes qui préparent les compétitions également en jouant contre des équipes mal classées. Tout ça, c'est pour faire aussi le plan de confiance. Se dire que de façon, on a développé des automatismes. Ça aussi, c'est important. Parce qu'on a un nouveau sélectionneur qui n'a même pas encore fait 5 matchs à la tête de cette sélection. Donc, il est important qu'il ait une certaine, par exemple, une certaine cohérence, qu'il installe déjà sa philosophie dans son équipe. Il faudrait qu'on se le dise. Notre sélectionneur, il n'a pas 5 matchs à la tête des Lions. Donc c'est important, en dépit des plans de jeu, de construire, de capitaliser sur un effectif. En match officiel, il n'a que 2 matchs. Hein. Voilà, il n'a que 2 matchs. Et puis même en match amical, c'est quoi? 2 matchs aussi. Un match avec, disons, des primes. Il a 4 matchs en match. Voilà, il n'a pas 2 matchs de qualification. Justement. Oui, il y a un match, puisque le Cameroun avait été exempt de la première journée face au Kenya. Justement, donc il n'a pas encore. Il a 3 matchs officiels à la tête des Lions. Et souvenez-vous qu'il a été la cible de nombreuses critiques après le match qui s'est joué. Non, ce match de qualification au Burundi. Parce qu'on s'est dit, oui, il y a une victoire à la clé, mais dans le contenu, on n'est pas satisfaisant parce qu'il y a des joueurs, il y a encore des choses, il y a des automatismes à développer. Je pense qu'il faudrait capitaliser sur ces éléments-là au lieu de voir quel type d'adversaire. Parce que quand vous vous projetez trop loin, sans régler les problèmes qui sont à votre portée, vous risquez vraiment, vous tapez poteau comme les Ivoiriens. Quand je parle du plan local, je ne parle pas forcément du plan local Cameroun. C'est-à-dire africain. Oui, africain. Ça veut dire qu'on peut jouer un match amical contre, par exemple, le Maroc ou bien. C'est vrai mais que le Maroc a engagé quand même en compétition. Ou voir le Ghana, on peut avoir un match amical contre le Ghana ou face à la Côte d'Ivoire pour travailler un peu l'adversité et essayer de mettre sur pied notre système de jeu. En tout cas, l'annonce donc officielle de ce report de la période des éliminatoires est connue. Vous l'avez à l'image. La prochaine période, pour ce qui est bien sûr de ces éliminatoires-là, du 20 au 28 mars 2023, on suivra donc de près les 3e et 4e journées, juste avant bien sûr les 5e et 6e. Et ce n'est qu'à l'issue d'ailleurs de ces 6e journées qu'on aura les différentes équipes qualifiées pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais bien avant,
Les nations engagées déjà pour la Coupe du Monde pourront mieux se préparer sur le terrain. On parle déjà de cette prochaine fenêtre FIFA au mois de septembre, avec peut-être la possibilité de voir le Ghana, le Cameroun, il y a quelle autre nation qualifiée, monsieur, le Maroc et autres, la Tunisie affronter des grosses nations. En passant, le Maroc a déjà ses 2 adversaires pour le match de préparation, pour la fenêtre FIFA de septembre. Tu fais bien de parler du Maroc parce que justement, on tombe sur Vahid Halilhodzic, messieurs. On tombe sur l'entraîneur franco-bosniaque, on va le dire comme ça, lui, qui est décidément sur la sellette. Et on se pose la question cet après-midi de savoir si le Maroc va-t-il se séparer de Vahid. La réponse sera certainement connue demain à l'issue donc de la réunion du comité exécutif de la Fédération royale marocaine de football. Depuis plusieurs mois maintenant, il est sur la sellette, notre ami Vahid, comme j'aime bien l'appeler affectueusement. Mais on se rend compte que Loïc, au-delà même de ces spéculations-là, au-delà même de ces informations qui circulent notamment sur la toile, c'est un entraîneur qui a pourtant un bon bilan à la tête des Lions de l'Atlas. Oui, un très bon bilan même. Je veux dire qu'il accumule environ 2,27 points par match. Ça reste un bilan qui est élogieux. Je crois qu'il fait même mieux que le sélectionneur précédent, Hervé Renard, qui accumulait environ en moyenne 1,87 points par match. Et il reste sur une série en 30 matchs, il a 20 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Je veux dire que lorsqu'on a ces chiffres à disposition, on a cette qualification en Coupe du Monde, on a un quart de finale en Coupe d'Afrique. Bon, ça reste quand même les quarts de finale et ça reste le Maroc. On se dit, on ne comprend pas. On ne comprend pas les choix de cette fédération marocaine. Mais bon, d'après les informations que j'ai eues, il y a plusieurs problèmes d'ordre organisationnel, surtout avec un entraîneur qui est réputé avec une forte personnalité. Une forte personnalité. On a vu qu'en 2010 déjà, en Côte d'Ivoire, au Japon, il a été débarqué du poste de sélectionneur quelques mois toujours avant la Coupe du Monde. Et justement à cause de cette gestion, aujourd'hui avec l'équipe du Maroc, on ne comprend pas ce qui se passe avec Hakim Ziyech, on ne comprend pas ce qui se passe avec Mazraoui, qui sont pourtant 2 joueurs au talent exceptionnel et qui restent par exemple 2 joueurs aux qualités indéniables dont toute l'Europe s'arrache. Ça reste quand même une énigme. Je vais dire que ce qui se passe du côté de Maroc aujourd'hui est révélateur. Je crois que aujourd'hui cette fédération se pose sur un projet à long terme et malgré les résultats qui sont ponctuels et qui sont plutôt à l'avantage du coach Vahid, ça reste quand même beaucoup de soucis à régler. Il y a aussi cette question de comment ils disent ça, de philosophie de jeu. Ils se disent que voilà, au Maroc il n'y a pas une véritable philosophie de jeu, quelque chose qu'ils ne retrouvent pas. Mais à quoi bon avoir une philosophie si on gagne les matchs? C'est-à-dire que les résultats sont là. C'est vrai, mais je pense que le projet du Maroc est plus vaste que ça. Je pense que quand on est une nation ou bien quand on est une équipe et qu'on veut dominer le football, il faut avoir une certaine philosophie de jeu. Toutes les plus grandes nations du monde le font. Aujourd'hui, au Brésil, il y a une façon de jouer. En Allemagne, il y a une façon de jouer. Et c'est véhiculé même dans le centre de formation. En France, partout, il y a une façon propre à chaque pays. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche au Maroc. Et aussi le manque d'utilisation des joueurs locaux. On sait à quel point le Maroc met l'accent sur ces joueurs locaux. Déjà que le club de Wydad Casablanca est champion de d'ailleurs Ligue des champions africaine. L'entraîneur qui est pressenti également, c'est un Marocain. Vous voyez, il y a un manque d'utilisation de joueurs locaux qui est reproché aussi à Vahid et aussi c'est sa personnalité qui ne correspond pas à la construction d'un groupe solide. Et quand on y voit, on y pense, on se dit bon, voilà, ça reste quand même. Ils ont leurs arguments. Maintenant, est-ce que c'est prudent de le faire à quelques mois de la compétition? Ça, on va chercher à répondre à cette question dans quelques instants. Peut-être également écouter Achille sur cet imbroglio qui entoure aujourd'hui la Fédération royale marocaine de football. Faut-il se séparer de Vahid Halilhodzic à quelques mois seulement du coup d'envoi de la Coupe du Monde? Loïc le relevait tout à l'heure en 2010. Il avait vécu le même scénario avec la Côte d'Ivoire en 2018, le même scénario avec le Japon. En 2022, il est pratiquement en passe de vivre la même situation avec le Maroc. Que se passe-t-il avec Vahid? N'est-il pas en train de, on va dire, de
récolter les méfaits de sa forte personnalité, lui qui a voulu écarter Mazraoui et Hakim Ziyech, même pas qui a voulu, qui les a écartés depuis quelques temps maintenant la sélection marocaine. On va dire que Vaïd est malchanceux. Non, c'est un coup de malchance. On rigole. En fait, pour ma part, je pense que Vaïd, déjà, quand il venait au Cameroun avec l'équipe du Maroc, l'objectif était clair. On n'avait qu'à voir comment les Marocains se sont comportés au Cameroun. Ils se sont carrément enfermés dans leur bulle. En fait, les Marocains venaient gagner la CAN. Donc, il avait pour objectif de remporter la CAN. Je crois qu'après la CAN, il n'a pas été évincé parce que ils se sont dit les qualifications du mondial arrivaient très vite. Ils ont eu peur, ils n'ont pas pu prendre ce risque comme notre président de la fédération camerounaise l'a fait. Donc, Vaïd, comme le disait Loïc, Vaïd est un fort personnage. Vaïd est un sanguin, comme on dit souvent. C'est un monsieur qui a c'est un monsieur qui a toujours eu les cadres à dos dans toutes les sélections où il est passé, même dans les équipes qu'il a entraînées. Il a toujours eu les cadres, il s'est toujours mis les cadres à dos. Donc pour un sélectionneur, on ne comprend pas comment on peut se passer d'un joueur du talent de Hakim Ziyech. Donc les Marocains ne l'ont jamais pardonné cela. Et on se rend compte que comme le disait Loïc, il a les bons chiffres, il a les meilleurs chiffres que son prédécesseur Hervé Renard. Mais en réalité, c'est un trompe-l'œil. Puisque le problème, il est profond. C'est un problème de personne, c'est un problème de personnalité, c'est un problème d'ego. Donc, je crois que... on préfère garder, ou du moins se séparer d'un entraîneur qui a une forte personnalité, mais qui vous fait des résultats, de le garder, c'est ça aujourd'hui clairement du côté du Maroc. Si je me place à la place des autorités marocaines, voilà, du président de la fédération royale marocaine, je vais me dire ok, j'ai des joueurs qui peuvent m'amener à un certain niveau. J'ai un entraîneur, je choisis qui. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On est toujours nostalgique d'Hakim Ziyech aujourd'hui et de Mazraoui dans cette sélection, malgré le fait que les résultats suivent aujourd'hui. Baudelaire, l'équipe du Maroc sans Ziyech, l'équipe du Maroc avec Ziyech, c'est une autre équipe. C'est deux équipes bien différentes. Avec Ziyech peut apporter une plus-value. En plus de Ziyech, il y a, comment vous l'appelez là, Mazraoui, voilà, qui s'est engagé avec le Bayern. Avec le Bayern de Munich. Comment on peut se priver de tels joueurs? Donc je dis encore, je me situe à la place du président de la fédération marocaine de football. Je suis Ziyech, je suis le président, j'ai les cadres, j'ai un joueur qui peut m'apporter une plus-value, j'ai un joueur qui peut m'amener à un certain niveau, j'ai un entraîneur qui a les pouvoirs avec ses joueurs. Je choisis le joueur, je choisis les joueurs. Et dans la majorité des cas, ça s'est toujours fait, même dans les grands clubs, on a souvent choisi les joueurs. Donc le président choisit le vestiaire par rapport à l'entraîneur. Je crois que Vaïd est victime de sa forte personnalité. Il est victime de sa forte personnalité. Bon, aujourd'hui, je veux dire que ce que je veux comprendre peut-être dans le choix d'Hakim, de mettre à l'écart Hakim Ziyech. Lorsque j'ai consulté dernièrement un nouveau confrère marocain qui parlait exactement de cette situation, et je me suis rendu compte que le Maroc, sans Hakim Ziyech, peut-être marquer plus de buts. Je crois qu'il disait 2,4 buts par match contre 2 à sa présence. Le Maroc créait plus d'occasions. Sans Hakim Ziyech. C'est-à-dire que statistiquement, le Maroc quand même se porte bien sans Hakim Ziyech. Durant la CAN, bon, je veux dire qu'il y a, par exemple, il y a une qualification au mondial sans Hakim Ziyech. Le parcours même à la CAN, je crois qu'il a été écarté à un moment donné de la compétition. Il n'a même pas rallié les troupes. On a vu que le Maroc, bon, il reste quand même avec Achraf Hakimi et autres, ils ont fait un travail exceptionnel. Sur le côté droit, à la place de Mazraoui, vous avez... Sauf que le Maroc vient sans Hakim Ziyech, mais le Maroc ne gagne pas. Certes, le Maroc, on dit que le Maroc crée plus d'occasions, le Maroc gagne, marque plus sans Hakim Ziyech. Si moi je suis un supporter lambda, je vois Hakim Ziyech tous les week-ends en championnat, je vois ce qu'il est capable de faire, je sais ce qu'il est capable de faire. Mais quand on me dit qu'on n'a pas pu remporter la compétition, sachant que Hakim Ziyech n'y était pas,
Mais est-ce qu'il faut courir le risque aujourd'hui de ramener Hakim Ziyech en sachant que l'équipe se porte mieux sans lui? J'ai l'impression que c'est un joueur qui, même en club, ne fait pas l'unanimité. On lui reproche toujours son manque d'investissement, son manque de... Il n'a pas... Vous savez, au football, il n'y a pas que les capacités techniques, ou bien il y a aussi ses capacités morales. Est-ce que ce joueur-là, il sait travailler en équipe? Parce qu'il y a une dynamique de groupe. Et je vous ai dit, cette équipe marocaine a un projet. 70 joueurs locaux, 70% de l'effectif doit être composé de joueurs locaux et 30% des joueurs étrangers. Donc il y a une politique, il y a une philosophie qui va être mise en place. Et quels que soient les résultats qui sont ramenés, si ce qui est fait n'est pas en phase avec la politique, on vous débarque. C'est tout simplement ça. Je pense que si on veut s'attaquer aux chiffres, il peut très bien se passer de Mazraoui. Parce qu'à sa place, il y a Achraf Hakimi qui forcément sera même titulaire devant lui. Et on a l'impression que le ramener créerait voilà, je veux dire que statistiquement, si on prend les chiffres, Vahid Halilovic a toutes les raisons du monde de se passer de ces joueurs-là. Mais quand on a un président de la fédération marocaine qui vous dit que Hakim Ziyech sera au Qatar, alors que Vahid a précisé qu'il ne sera plus là, ça laisse voir un malaise. Ça veut dire qu'au sein de la fédération, il y a un bras de fer et qui forcément, Vahid ne pourra jamais sortir vainqueur de ce bras de fer parce que voilà, il pourrait être débarqué à tout moment. Donc ça, je veux dire, par rapport aux chiffres, il est dans son droit, il a toutes les raisons du monde de conserver son. Alors les gars, il a le droit à sa star. Ziyech, c'est la star. Non, mais à quoi ça sert d'avoir une star? C'est sa star. Chaque pays a sa star. Mais si on a un joueur, tout le monde veut voir sa star dans une grande compétition. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de France en Coupe du Monde en 2010? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les stars qui pourrissent. Une guerre d'ego, ça pourrit un vestiaire. On risque de pourrir un vestiaire alors qu'il y a un projet qui est en marche. Cette équipe qui... Pourquoi pas faire avec ceux qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde? Pourquoi pas? Parce que Achraf Hakimi, par exemple, avait l'occasion de jouer pour l'équipe d'Espagne, mais il a été convaincu par les autorités marocaines. Il y a un ensemble de joueurs qui sont convaincus de venir représenter la sélection locale. Je veux dire que c'est un projet qui est en place et garder des joueurs qui ne veulent pas mouiller le maillot pour la sélection risque de pourrir le vestiaire et mettre en mal le projet sportif. En tout cas, sur ce plateau, chacun a sa star. Achille, sa star c'est Hakim Ziyech. Loïc, sa star c'est Vahid Halilovic. Les gars, mouillez-vous. Va-t-il rester ou il sera débarqué? Non, il sera débarqué à mon goût. Il sera débarqué parce que je crois que tout à l'heure, le sélectionneur, l'entraîneur qui est pressenti, Walid Regragui, a fait un l'entraîneur du Wydad Casablanca. Oui, il a fait un post sur Twitter où il disait au revoir au club. Ça veut dire qu'il y a eu des tractations en dessous. Je pense que ça veut dire qu'il... Ça peut être au revoir pour le Qatar. Ça peut être au revoir pour le Qatar. Un club au Qatar. Avec toutes les informations. Je pense quand même que pour être sérieux... Vahid ne va pas s'en sortir. Il ne pourra pas. Parce que le coach Walid Regragui, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Wydad Casablanca, quand même c'est exceptionnel la saison qu'il a réalisée. Vainqueur du championnat, oui. Maintenant, étant donné que le Maroc a un projet, comme le disait Loïc, c'est d'avoir 70% de joueurs locaux, 30% de joueurs expatriés. Qui de mieux que Walid, qui connaît mieux le championnat local. Voilà, je pense que... il est champion avec le Raja, champion de la Ligue des champions africaine. Donc je crois que c'est la personne la mieux indiquée. Et aussi en Afrique, il y a ce vent-là qui est en train de tourner. Les sélectionneurs locaux. On préfère maintenant donner l'opportunité aux sélectionneurs locaux. On a vu que lorsque Belmadi est arrivé à la tête de l'Algérie, il a remis tout en place. On a vu qu'avec l'arrivée de Aliou Cissé, beaucoup de choses se sont passées également. L'arrivée de Rigobert Song. Bon, c'est trop tôt pour le dire. Le Maroc veut entrer dans ce vent-là qui impulse aujourd'hui d'autres sélections à l'image du Cameroun, de l'Algérie ou encore du Sénégal, dirigées respectivement par des sélectionneurs locaux. En tout cas, on aura le temps de suivre cette actualité de près parce que demain, du côté de Rabat ou du moins à Casablanca, se réuniront les membres du comité exécutif de la Fédération royale marocaine de football. Le sort de Vahid sera donc connu, mais je vous assure les gars, s'il est débarqué, ça ferait quand même une mauvaise pub pour l'entraîneur, parce que là, 2010, être débarqué à quelques mois de la Coupe du Monde, en 2018, l'être également avec le Japon à quelques mois de la Coupe du Monde, et récidiver en 2022 avec le Maroc à quelques mois de la Coupe du Monde serait quand même une mauvaise pub.
pour cet entraîneur-là. Messieurs, la dernière partie, parce qu'il nous reste à peine 5 minutes encore à passer ensemble, on va dire un mot sur le retour des grands championnats en Europe, avec bien sûr les matchs de la Supercoupe qui se sont disputés, notamment en Angleterre, ce très alléchant Manchester City-Liverpool qui s'est disputé quand même ce week-end. Victoire donc de Liverpool. Liverpool amédé par Mohamed Salah, j'allais dire Sadio Mané, mais finalement le mot est sorti. Mohamed Salah, il a du mal à... J'ai toujours du mal à me faire à l'absence de Sadio Mané, mais Mohamed Salah, impérial quand même, dès le début de la saison, il est dans son élément. Oui, bon, on est encore au début de la saison, il y a beaucoup de joueurs qui manquent de rythme. Je pense qu'à l'heure qu'il est, on ne peut pas encore tirer de bilan. Il n'y a rien à dire, mais c'est intéressant quand même. Sur ce match, le duel à distance entre Liverpool et City, c'est quand même un signal fort que Liverpool envoie à l'un de ses concurrents, parce que c'est pratiquement le duel à suivre en première ligue ces dernières années. Oui, ce sera pratiquement le duel à suivre, mais c'est Guardiola en face. Guardiola, c'est un entraîneur qui se remet constamment en question. Et on a vu que lors de son deuxième passage, je veux dire, lors de sa deuxième saison à Manchester City, il commence très mal la saison, mais ensuite il déroule le rouleau compresseur. On a vu qu'au cours de la saison, il a été un entraîneur qui a su sublimer son équipe et qui est allé chercher son premier titre de première ligue à sa deuxième saison. Donc aujourd'hui, quelle que soit la défaite, je pense qu'il pourra très tranquillement s'asseoir avec son staff et pourront faire la lumière sur ce qui n'a pas marché sur ce match. La saison elle va être longue et je pense que ce sera encore une saison palpitante durant laquelle Manchester City va nous montrer de quoi il est capable. Premier trophée de la saison pour Liverpool, messieurs. Achille, on va dire un mot sur le Paris Saint-Germain, peut-être pas revenir sur Liverpool, mais sur le Paris Saint-Germain qui n'a fait qu'une bouchée du FC Nantes. J'ai du mal à le dire parce que Jean-Charles Castelletto, le Camerounais, a eu un carton rouge, mais ce Paris-là, c'est quand même un signal fort également que Paris envoie. Peut-être pas à toute l'Europe, comme on a souvent l'habitude de dire, parce qu'on attend plus Paris en Ligue des Champions, mais à la France tout entière. Justement, c'est un signal fort, puisque au-delà du talent, les Parisiens ont ajouté de l'attitude, ce qu'on leur reprochait depuis beaucoup de temps. On a vu cette équipe de Paris qui défendait ensemble, qui pressait, qui allait haut, qui jouait haut, qui jouait sur les petits ballons, les longs ballons. En fait, on a presque tout vu. Et on a vu des stars sans Mbappé, on a vu Neymar et Messi qui ont on a vu Sergio, Sergio Ramos qui a montré de tout son talent, qui allait dans les actions avec engagement. On sentait la puissance, on sentait qu'il voulait montrer que je suis Sergio Ramos, je suis de retour. J'ai passé une mauvaise année, mais comme Loïc le disait, ça reste le début de saison. On ne peut pas juger sur ces matchs-là. En fait, on n'attend pas, justement, on n'attend pas Paris à ce niveau, on attend Paris à la mi-saison. On attend Paris à la mi-saison, ça sera plus précisément au mois de février, la période charnière de la Ligue des Champions, la période où on dispute très généralement les huitièmes, voire les quarts de finale. C'est à ce niveau qu'on attend ce pari de Christophe Galtier. Disons un mot de Sadio Mané tout à l'heure, j'ai failli glisser du côté de Liverpool, mais Sadio, il a marqué pour son premier match officiel avec le Bayern de Munich face au RB Leipzig. Oui, c'était face au RB Leipzig, messieurs. La victoire du Bayern, premier trophée, à peine arrivé, Sadio Mané, un trophée déjà, un but. Quel début de saison. Oui, mais c'est la tradition en Allemagne, au Bayern. Vous savez, lorsque vous arrivez au Bayern, vous avez droit au moins à un trophée par saison. Au Bayern, ça c'est sûr. Même si ce n'est pas le championnat, c'est les coupes. Je veux dire que le Bayern, ça fait combien d'années que cette équipe remporte le championnat et ces trophées-là? Ça fait chaque année, vous avez au moins l'assurance de terminer une saison avec un trophée. Même en étant sur le banc de touche. Voilà, donc ça fait plaisir pour... ça fait plaisir. Chupo, il est en train d'alourdir son palmarès du côté du Bayern. Ouais, donc ça fait plaisir de voir Sadio Mané déjà bien en place dans son nouveau club. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de différence. Au Bayern, ça se joue en rouge. À Liverpool également. En rouge. Il y a peut-être la couleur rouge. Voilà. Décidément bonheur. Donc il est comme à la maison et il a son coéquipier en sélection, Bouna Sarr, qui peut lui tenir la main. Ouais, nous aussi, nous sentons comme à la maison. C'est sur ces derniers mots de Loïc, ces derniers mots sur Bouna Sarr, que nous mettons un terme à cette production, la seule d'ailleurs de la semaine. Messieurs, merci. Les gars, vous avez été fantastiques. Incroyable, comme à votre habitude.
Merci Achille d'être passé par ici. Merci Baudelaire. Ouais, Loïc. Merci, c'est un plaisir. À la semaine prochaine. On n'oublie bien sûr pas nos confrères Lance Goivogui, notre confrère qu'on a eu en tout début d'émission, en direct bien sûr de la Guinée-Conakry, ou encore Ablam Niamniasso, notre confrère béninois qui a également réagi sur la probable candidature conjointe du Bénin et du Nigeria pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'était d'ailleurs la grosse thématique inscrite à l'ordre du jour dans le cadre de cette nouvelle production la semaine. Merci à toute l'équipe technique. Quant à nous, bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, For You Télévision.